Bonjour, je suis Dr Lamar Clich, interniste au CHUM et à l'IRCM. On m'a demandé et j'ai accepté. Je suis heureux de vous parler de l'évaluation de la pression artérielle, en lien avec la mesure ambulatoire automatisée de la pression artérielle, le MAPA. Je n'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Les objectifs de la présentation sont les suivants. De reviser les recommandations de mesure de pression artérielle pour effectuer le diagnostic et le suivi de la pression artérielle. De reviser plus particulièrement les indications et les spécificités du MAPA, soit la mesure ou le monitorage ambulatoire automatisé de la pression artérielle. Et de revoir les éléments importants pour une lecture standardisée des résultats du MAPA. Commençons avec des généralités. Il est difficile de parler d'hypertension artérielle, de mesure de pression artérielle, de quoi que ce soit en lien avec l'hypertension artérielle sans mentionner que l'hypertension est un facteur de risque cardiovasculaire très bien démontré. Et de nombreuses études l'ont bien démontré. Je vous en présente tout simplement deux ici. La première, qui est une étude cas témoin, l'étude Interstroke, qui a comparé des patients qui ont un AVC avec d'autres patients appariés et montrant un lien entre les AVC et le facteur de risque de l'hypertension artérielle. Il y avait aussi l'épidémie, le tabagisme et le diabète qui étaient liés à l'AVC, mais l'hypertension se démarquait clairement. Par ailleurs, bien des études ont montré le bénéfice de traiter l'hypertension artérielle et de diminuer la pression artérielle pour diminuer le risque cardiovasculaire. On voit ici une figure tirée des Blood Pressure Trialists, qui sont en fait des méta-analyses d'essais cliniques qui ont été publiées antérieurement et qui montrent ici qu'une diminution de pression artérielle de 10 mm de mercure réussit à baisser le risque cardiovasculaire chez des patients qui avaient au départ moins de 130 mm de mercure, 130 à 140, 140 à 150, et ce jusqu'à en haut de 160 mm de mercure au départ. Donc, vraiment, l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire et diminuer la pression artérielle offre des bénéfices cardiovasculaires. La présentation d'aujourd'hui sur le sujet de l'hypertension artérielle est orientée vers le diagnostic de l'hypertension artérielle et la mesure de pression artérielle. Il sert de rappeler un peu l'histoire de la mesure de la pression artérielle. On voit ici un dessin qui montre le professeur Stephen Hayes qui, à Middlesex, en 1733 à Middlesex, près de Londres, a mesuré pour la première fois la pression artérielle en plantant un tube dans une carotide de cheval et en regardant à quelle hauteur allait le jet de pression artérielle. Ainsi donc, une première démonstration de pression artérielle systémique chez un être vivant. Suite aux travaux du Dr Hayes, il y a eu beaucoup d'appareils et d'essais de mesure de pression artérielle qui ont été développés. Mais les travaux du docteur Korotkov, qui est un soldat russe qui a vécu entre 1874 et 1920, ont été vraiment importants dans notre compréhension de la mesure de la pression artérielle. Il est celui qui a décrit les bruits de Korotkov, c'est-à-dire ceux que l'on entend à travers notre stéthoscope mis sur le pli du coude, alors qu'un brassard gonflé au-dessus de la pression systolique est dégonflé tranquillement. On entend alors les premiers bruits qui apparaissent, qui indiquent la pression systolique, et la disparition complète des bruits qui identifient la pression diastolique. Longtemps, nous avons utilisé les sphygmomanomètres au mercure ou anaéroïdes pour mesurer la pression artérielle. Cependant,
il y a beaucoup d'erreurs liées principalement à l'opérateur de la mesure de pression artérielle. Depuis quelques décades maintenant, nous avons des appareils oscillométriques qui sont maintenant ceux qui sont recommandés pour la mesure de la pression artérielle. En fait, ce sont des appareils qui peuvent capter des variations de pression dans un brassard qui est gonflé. Et lorsque le brassard est gonflé, et surtout lorsqu'il est dégonflé, euh, l'appareil, le sphygmomanomètre, si on veut, euh, ressent des variations de volume dans le bras, des variations de pression, et au fur et à mesure de la diminution de la pression dans le brassard, ces oscillations, ces variations de volume deviennent de plus en plus importantes pour ensuite rediminuer au fur et à mesure où le brassard est dégonflé. On voit donc ici une courbe d'augmentation et de diminution euh, oscillométrique des variations de volume dans le bras, qui peut être interprétée à l'aide d'un algorithme pour nous donner ensuite, par calcul, la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Ces appareils sont beaucoup plus automatisés et éliminent beaucoup des erreurs qui sont liées à la procédure, à l'opérateur qui effectue une mesure de pression artérielle. Les appareils oscillométriques peuvent prendre plusieurs formes qui nous sont utiles dans la mesure, le diagnostic et le suivi de la pression artérielle. On voit par exemple ici un appareil en haut à gauche qui est un appareil d'automesure de la pression artérielle qui est vendu communément en pharmacie, en magasin, pour que les patients puissent mesurer leur pression artérielle à domicile. On voit aussi des appareils multiparamètres, mais qui contiennent et qui comprennent, je devrais dire, un appareil oscillométrique de mesure de la pression artérielle et qu'on voit beaucoup dans les corridors des hôpitaux sur les étages pour les mesures de pression artérielle. On a des appareils automatisés de mesure de la pression artérielle. Par exemple, on voit ici un appareil qui n'est plus commercialisé, mais qui existait, qui est très populaire, qui s'appelle le BP-True, qui est utilisé en clinique pour mesurer de façon répétée la pression artérielle en l'absence de l'opérateur et obtenir de bonnes mesures de la pression artérielle. Et on voit aussi, et ça on va en parler beaucoup aujourd'hui, des appareils oscillométriques qui sont intégrés à des enregistreurs de pression artérielle utilisés par dans des appareils de type MAPA, c'est-à-dire moniteur ambulatoire de pression artérielle, qui sont mis et installés sur des patients pendant une période de 24 heures. Vu autrement, on voit ici l'expression ou une figure qui nous montre toutes les mesures, tous les appareils de mesure de pression artérielle qui sont disponibles. Or, on a le sphygmomanomètre au mercure ou anéroïde qui nous permet avec les bruits de Korotkov de mesurer la pression artérielle. On a les appareils oscillométriques et je vous montrais justement des appareils d'automesure MPAC, MPAC-OS qui sont ceux qui sont automatisés, l'automesure, les appareils d'automesure et le moniteur ambulatoire de pression artérielle qui sont tous des appareils oscillométriques. Il existe aussi, surtout dans un cadre de recherche, des appareils de mesure de pression artérielle par tonométrie, battement par battement, mesure de pression artérielle centrale, c'est pour la recherche habituellement, et des mesures de pression, des appareils de mesure de pression intra-artérielle. On parle des canules intra-artérielles qui sont utilisées en salle d'opération ou aux soins intensifs, par exemple. Dans la vie de tous les jours d'un clinicien, bien sûr, ce sont les appareils oscillométriques qui sont les plus utilisés, un peu les appareils de type sphygmomanomètre au mercure ou avec cadran anaéroïde que l'on peut encore utiliser pour mesurer la pression. Ici, sur l'illustration actuelle, j'aime vous montrer comment le MAPA s'arrime dans le diagnostic de l'hypertension artérielle.
on voit l'algorithme du diagnostic de l'hypertension artérielle de 2017 qui est essentiellement repris en 2025 dans ses principes généraux, c'est-à-dire une mesure au bureau, standardisée, idéalement oscillométrique, idéalement par un appareil oscillométrique automatisé, mais aussi qui se complète d'une mesure à domicile. Oui, l'automesure, mais peut-être même préférablement le MAPA pour confirmer que le patient a une hypertension artérielle soutenue et pas seulement une hypertension de type sarreau blanc. J'aime vous illustrer qu'il y a des lignes directrices qui ont été faites en 2017 et en 2025 pour souligner que ce concept existe depuis maintenant presque 10 ans dans nos lignes directrices. Il me sert aussi à vous montrer tout de même que les seuils diagnostiques de l'hypertension artérielle ont changé dernièrement pour être celui de 130/80 pour la pression artérielle au bureau, mais aussi pour la pression artérielle mesurée par MAPA de jour. Avant de parler du MAPA, j'aimerais tout de même parler un peu de l'automesure de la pression artérielle et des appareils d'automesure de la pression artérielle qui restent très utiles pour le diagnostic et le suivi de l'hypertension artérielle. Si on utilise un de ces appareils oscillométriques, il devrait être un appareil validé par Hypertension Canada, si ça concerne un patient canadien. Et lorsqu'on utilise ces appareils, ça devrait être fait 2 fois par jour, avant le petit déjeuner et avant le souper. Quand on fait une mesure, il s'agit d'une mesure qui est faite après 5 minutes de repos, suivie de 2 mesures consécutives. Et donc, à faire ça 2 fois par jour et durant 7 jours, un programme d'automesure de la pression artérielle comprendra 28 mesures. La façon par laquelle on fait la moyenne au Canada, c'est peut-être pas la même chose dans le reste du monde, mais au Canada, c'est de faire la moyenne des 6 dernières journées de la mesure qui a été faite durant toute la semaine. Le grand défaut de l'automesure n'est pas l'appareil lui-même, mais bien la façon par laquelle nous l'utilisons. Or, l'opérateur peut faire plusieurs erreurs pour biaiser les résultats de mesure de la pression artérielle à domicile. Quelles sont ces erreurs qu'il pourrait faire? Par exemple, ces patients ont à peu près habituellement aucune formation avant de commencer les automesures. Ils ne sont même pas au courant qu'il peut y avoir des biais. En fait, l'appareil sort de la boîte, il est tout beau, il y a un seul bouton, on met une batterie, on part le truc, on met le brassard, c'est très évident où on doit le mettre, on pèse sur le bouton et hop, on a une mesure. Cependant, il faut faire les pressions de façon standardisée. Il faut les faire à des moments qui sont prédéterminés, pas seulement lorsqu'on est mal ou particulièrement fatigué ou en colère ou lorsqu'on a mal à la tête. En fait, on doit aussi avoir une préparation appropriée. On devrait être assis, dos contre un dossier, 2 pieds à terre, confortable, les bras sur la table, et prendre 5 minutes de repos avant de faire les mesures. Quand on parle d'un repos, on ne regarde pas la télévision, on n'est pas en train de lire non plus. Quand on a fait nos 5 minutes de repos, on prend 2 mesures de la pression artérielle consécutives et on les note. On fait ça matin et soir, avant le petit déjeuner, avant le souper. Souvent, les patients tendent à mesurer la pression artérielle tant qu'ils n'ont pas le résultat qu'ils cherchent. Ils n'enregistrent que les résultats qui concordent avec leur conception de la pression artérielle qu'ils devraient avoir ou qu'ils pensent qu'ils devraient avoir. Certains vont même jusqu'à inventer des mesures. Les enregistrements sont souvent incomplets et souvent oubliés à la maison. Donc, l'automesure et la validité de l'automesure dépend énormément
de la façon dont on l'utilise, plus on fait des erreurs et moins seront valides les mesures que nous aurons à domicile. Dans une étude que nous avions effectuée à l'IRCM il y a de ça quelques années, nous avions démontré que rares étaient les patients qui respectaient tous les critères de bonne mesure de la pression artérielle. Et en fait, ici, on voit une minorité de patients qui respectaient les 6 critères sur 6 que nous avions identifiés comme étant les critères de bonne mesure de la pression artérielle. L'erreur principale était de ne pas respecter la période de repos nécessaire avant de faire la mesure de pression artérielle. Donc maintenant, commençons véritablement à parler du MAPA, c'est-à-dire de la mesure ou du monitorage ambulatoire de la pression artérielle. Vous voyez ici un exemplaire Space Labs de, de MAPA où on voit l'enregistreur, la tubulure, le brassard et juste succinctement, mais on va revoir ensuite tous les paramètres ou les standards de mesure, mais grosso modo, un appareil qui va mesurer de façon automatisée par oscillométrie la pression artérielle à toutes les 30 minutes chez un patient qui a eu l'appareil installé, reparti à la maison, va le rapporter bien sûr 24 heures plus tard, et on a besoin d'avoir un 80% de succès des mesures, un bon 20 mesures de jour et un bon 7 mesures de nuit pour que la mesure soit valide. Mais voici, c'est de même que j'introduis le MAPA. Le MAPA est clairement lié au risque cardiovasculaire et beaucoup d'études nous confirment ceci. Une étude qui est souvent mentionnée est l'étude IDACO, qui est en fait une méta-analyse de 4 études prospectives qui ont fait le lien entre le MAPA et le risque cardiovasculaire. Et on voit dans la figure qui est illustrée à droite qu'il y a un lien clair entre la pression systolique mesurée par MAPA et le risque cardiovasculaire à 10 ans. Et ce, peu importe le niveau de pression que nous avons au bureau. Et on voit ici des lignes de pression au bureau à 160, 140, 120, 100. Et pour nous montrer qu'au-delà de la pression qui est mesurée au bureau, le MAPA est capable de nous donner des informations supplémentaires quant au risque cardiovasculaire. Il a été possible, à partir de la méta-analyse IDACO, de définir des normales ou un essai de définition de normales des pressions obtenues par MAPA. Cette étude faisait un lien entre le risque cardiovasculaire imparti par la pression artérielle euh, mesurée au bureau et les mesures par MAPA. On voit ici dans cette étude des normales définies, suggérées pour une pression de 24 heures de jour et de nuit, selon qu'on considère une pression optimale, normale ou une pression diagnostique de l'hypertension artérielle. On notera que ce ne sont pas exactement les mêmes valeurs que celles choisies dans nos lignes directrices canadiennes, mais dans la même gamme de pression artérielle. On retient cependant que dans nos lignes directrices canadiennes, la pression artérielle normale de jour sur MAPA est considérée comme étant 130 sur 80 mm de mercure. Pour la pression de 24 heures, il n'y a pas de chiffre recommandé officiellement, mais on pourrait imaginer que 125 sur 75 mm de mercure serait une pression considérée comme étant une valeur seuil pour un diagnostic d'hypertension. Cependant, retenir que c'est la pression artérielle de jour qui est utilisée dans nos lignes directrices canadiennes pour définir l'hypertension artérielle. Après cette brève introduction
du MAPA, on tombe peut-être dans le chapitre principal de la présentation, c'est-à-dire de parler des indications, un peu des contre-indications du MAPA, c'est-à-dire de la mesure ou du monitorage ambulatoire automatisé de la pression artérielle. On l'a dit tout à l'heure et on le redit puisque c'est très important, le MAPA est très utilisé pour le diagnostic de l'hypertension artérielle. On revoit notre figure qui indique qu'il est important d'effectuer une mesure ambulatoire de la pression artérielle pour confirmer l'hypertension artérielle, puisque 15% de nos patients ont une pression artérielle élevée au bureau, mais normale au niveau ambulatoire, identifiant une pression ou au moins un phénomène de type sarreau blanc qui est beaucoup moins lié au risque cardiovasculaire que le patient qui a une hypertension de type soutenu, c'est-à-dire élevée au bureau, mais aussi et surtout élevée aussi en ambulatoire. Il est habituellement non indiqué de traiter pharmacologiquement l'hypertension de type sarreau blanc. On le remontre ici sur un petit graphique, une figure qui montre des pressions au bureau en abscisse et des pressions ambulatoires en ordonnée et qui nous identifie 4 cadrans, c'est-à-dire le patient qui, par exemple, est normotendu, que ce soit au bureau ou chez lui à la maison, et l'hypertendu soutenu qui est hypertendu tout le temps. Mais on a aussi les patients avec une hypertension de type sarreau blanc qui ont une pression élevée au bureau, mais normale en ambulatoire, et aussi les patients qui ont une hypertension masquée, c'est-à-dire une pression normale au bureau, mais élevée à domicile. On va y revenir tout à l'heure. Pour reprendre le concept de l'hypertension de type sarreau blanc, on retient que 15% des patients habituellement normaux tendus ont une hypertension élevée dans le bureau du médecin. Chez les patients plutôt hypertendus, 30% ont une pression plus élevée chez le médecin, dans le bureau du médecin, qu'à domicile. Cette hypertension de type sarreau blanc est moins à risque cardiovasculaire que l'hypertension soutenue. Dans l'étude PAMELA, qui est une étude de cohorte qui a été effectuée en Italie et dans laquelle il y a eu un suivi de 15 ans de 3200 citoyens de Milan, on voit que les patients avec hypertension de type sarreau blanc, WCH, White Coat Hypertension, avaient un risque d'événements cardiovasculaires qui évoluait moins, montait moins que les patients avec l'hypertension soutenue, SH, que nous avions ici. Peut-être cependant un peu plus de risque pour les patients avec hypertension de type sarreau blanc que les patients franchement normaux tendus. Ceci étant dit, je répète, la plupart des lignes directrices, en fait toutes les lignes directrices, les nôtres comprises, suggèrent de ne pas traiter pharmacologiquement le patient avec une hypertension de type sarreau blanc isolé. Pour l'hypertension masquée, c'est-à-dire des patients qui ont une pression plus élevée à domicile qu'au bureau médical, on revient à l'étude, la méta-analyse IDACO pour identifier les patients avec une hypertension soutenue, les patients avec une hypertension masquée, les patients avec une hypertension de type sarreau blanc et les normaux tendus et faire le lien entre le phénotype et le risque cardiovasculaire. On voit ici que les patients avec l'hypertension masquée, MH, Masked Hypertension, ont un risque cardiovasculaire qui s'approche franchement des patients avec une hypertension soutenue. Donc, l'hypertension masquée est vraiment un phénotype d'hypertension qui est clairement lié au risque cardiovasculaire. Il n'y a cependant pas d'études qui montrent un bénéfice de traiter les patients avec une hypertension masquée isolée
nous ne savons pas exactement quoi faire avec. Certaines lignes directrices suggèrent de la traiter, d'autres n'en parlent tout simplement pas et la plupart mentionnent que le traitement devrait être basé sur la pression au bureau. Mais on sait que cette hypertension masquée mérite d'être identifiée pour nous aider au moins à mesurer le risque cardiovasculaire lié à la pression artérielle chez nos patients. Le MAPA est capable, comme je le dis depuis tout à l'heure, est capable de bien mesurer le risque cardiovasculaire lié à la pression artérielle. Ici, nous avons une étude à travers la figure à droite, publiée dans une étude de Stayson, où on peut voir, et c'est mal écrit, en fait c'est écrit surtout tout petit, que le risque cardiovasculaire est surtout lié à la pression de nuit. Il n'y a pas de ligne directrice qui base le traitement, le diagnostic de l'hypertension sur la pression de nuit, mais il est intéressant de noter que ces moments de sommeil et la pression qui est liée sont véritablement d'excellents indicateurs du risque cardiovasculaire dû à la haute pression artérielle. On peut aussi identifier sur un MAPA la diminution de pression artérielle la nuit, ce qui est une autre façon de voir la pression nocturne, sachant que une diminution de pression nocturne de moins de 10%, la normale étant 10% ou plus, mais une diminution de moins de 10% est liée à un excès de risque cardiovasculaire. Lorsque les patients sont déjà diagnostiqués comme étant hypertendus et sont traités avec des agents antihypertenseurs pour faire baisser la pression artérielle, il n'est pas tout à fait clair quelle est la meilleure modalité pour suivre l'hypertension artérielle. Il est clair que de faire un MAPA à tout venant est un peu difficile et souvent l'automesure de la pression artérielle est utilisée pour évaluer la pression ambulatoire dans un contexte de traitement. Cependant, il est quand même intéressant de noter à travers une étude du docteur Clément ou du professeur Clément publiée en 2003 que même chez les patients traités pour l'hypertension artérielle, le MAPA est capable d'identifier, de distinguer le risque cardiovasculaire au-delà de la pression artérielle au bureau. Et on voit les colonnes de risque cardiovasculaire qui sont plus élevés chez le patient avec un MAPA anormalement élevé par rapport à un MAPA normal, et ce, peu importe la strate de pression au bureau que le patient peut avoir. Ainsi, même chez le patient hypertendu traité, le MAPA est capable d'identifier, de mesurer le risque cardiovasculaire au-delà de la pression au bureau. Le MAPA peut être utilisé pour mesurer le risque cardiovasculaire, mais il peut aussi être utilisé pour vérifier, chez un patient hypertendu traité avec des agents antihypertenseurs, si le traitement est adéquat, si le patient est surtraité ou sous-traité. Dans une petite étude publiée en 1997 par le Dr Stayson, 429 patients avaient été divisés en deux groupes. Un qui utilisait le MAPA pour suivre et aider au traitement de la pression artérielle, et le deuxième groupe sans le MAPA. On voit que dans les deux groupes, la pression artérielle a baissé de façon similaire dans les deux groupes. Donc, on réussissait à bien contrôler la pression artérielle chez un nombre significatif de patients avec ou sans le MAPA. Mais le point intéressant était que, au bout d'un certain temps, on a remarqué que les patients suivis par MAPA atteignaient leurs objectifs de pression artérielle, mais avec moins de médicaments. Ainsi, ce que ça veut dire, c'est qu'on a réussi à identifier les patients qui étaient surtraités. Et ça arrive souvent dans la clinique de la vie de tous les jours. Il y a des patients qui reçoivent des médicaments, qui ont une pression
à peu près bien traités ou légèrement sous-traités au bureau, mais qui se sentent fatigués, pas bien. Et si on fait une bonne mesure ambulatoire par MAPA, on identifie des patients avec une pression particulièrement basse qui n'ont peut-être pas besoin d'autant de médicaments pour atteindre leurs objectifs de pression artérielle. Ainsi, le MAPA peut être utilisé pour parfois diminuer le traitement antihypertenseur tout en atteignant les objectifs de pression. Le MAPA peut aussi être utilisé pour mesurer la pression artérielle dans des populations particulières. Par exemple, des patients avec des pressions particulièrement variables sont souvent difficiles à suivre. Les pressions varient beaucoup d'un moment à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une visite à l'autre. Le MAPA, par les moyennes qu'il effectue sur quelques 50 mesures, permet de mesurer et de moyenner la pression de façon plus précise qu'une simple mesure au bureau. Par ailleurs, certains patients ont des pressions nocturnes plus élevées, des variations circadiennes de pression artérielle particulières. Ainsi, une étude publiée par Shannon en 1997 montrait que chez les patients dysautonomiques et des patients avec donc hypotension orthostatique, plus de 50% d'entre eux étaient hypertendus la nuit. La seule véritable façon de bien mesurer la pression artérielle la nuit, ici, c'est de faire un MAPA. Donc, le MAPA devient essentiel pour identifier cette hypertension nocturne. Il n'y a pas de contre-indication absolue à mesurer la pression par MAPA. Il y a cependant des personnes chez qui ce n'est pas utile de faire un MAPA ou pas désirable. Par exemple, des patients chez qui il est impossible de prendre la pression au bras, patients amputés, spastiques, qui ont beaucoup de spasticité, une maladie vasculaire athérosclérotique rendant la pression artérielle dans un bras ou les deux bras non fiables. Clairement, ces patients-là ne bénéficieront pas d'un MAPA. Par ailleurs, un patient qui ne tolère pas les mesures répétées sur 24 heures, qui n'en veut pas, ça fait mal, veut pas, n'est peut-être pas un bon candidat. On retient ici une étude du BMJ qui avait parlé ou demandé à un groupe de patients leur préférence de mesure, le MAPA arrivant en troisième. On peut imaginer que des mesures aux 30 minutes, incluant la nuit, c'est un peu dérangeant. Il y a des patients qui ont des pressions particulièrement élevées, très élevées. Le MAPA doit augmenter la pression dans le brassard au-dessus de la pression systolique pour pouvoir faire sa mesure. On peut imaginer un patient avec une pression très élevée qui va avoir une cinquantaine de mesures sur 24 heures. Ce n'est pas tout à fait confortable. Ce n'est pas une contre-indication absolue, mais il faut y penser avant de prescrire un MAPA à quelqu'un qui a des pressions vraiment très élevées. Par ailleurs, il faut retenir que ces appareils coûtent quand même cher, au-delà de 5 000 et un patient non fiable qui risquerait d'endommager ou de perdre l'appareil, il faut faire un petit peu attention à qui nous prêtons l'appareil, installons chez un patient qui part pendant 24 heures et qui devrait nous le rapporter après. Mesure ambulatoire et automatisée de la pression artérielle, le MAPA, information pratique. Un MAPA, pour donner des résultats auxquels on peut se fier, pour donner des résultats non biaisés, doit être valide. Quelles sont les caractéristiques d'un MAPA, d'un test MAPA valide? Eh bien, il faut utiliser tant que possible un appareil reconnu par les sociétés savantes. Par exemple, je vous donne une liste ici qu'on peut retrouver sur stridebp.org, une liste de ces appareils qui sont reconnus, validés dans différentes populations. Par ailleurs, lorsque nous installons l'appareil, il faut l'installer sur le bras non dominant avec un brassard qui est adapté à la circonférence du bras. Il doit y avoir une vérification qui est faite que l'appareil donne une pression appropriée avant de laisser le patient partir avec l'appareil pour 24 heures. Le test devrait être fait durant une journée de travail usuelle tant que possible
Et la mesure de pression artérielle doit être faite à des intervalles de 30 minutes ou moins, donc 30 minutes maximum entre les mesures, le jour et la nuit. Le MAPA définit des heures de jour et la nuit. Elles doivent donc être prédéfinies. La plupart du temps, c'est de 8 heures à 22 heures pour parler de jour et de 22 heures à 8 heures lorsqu'on parle de nuit. Des fois, on peut redéfinir ceci en lien avec des horaires particuliers d'un patient. Les mesures de pression artérielle doivent être moyennées à chaque heure et l'appareil doit être capable de faire un calcul des moyennes de la pression artérielle sur 24 heures de jour et de nuit. Au moins 70%, selon certains 80%, de succès des mesures doit être présent dans le sommaire du test et il doit y avoir au moins 20 mesures valides de jour et 7 mesures valides de nuit pour que le test au total soit valide. Encore plus pratique, il y a des instructions à donner aux patients. On suggère aux patients de porter des vêtements amples pour une installation plus aisée du MAPA. On doit informer le patient que l'appareil va émettre un son avant de commencer une mesure. Et à ce moment, il doit arrêter de faire ses activités, laisser le bras le long de son corps, attendre que la mesure soit effectuée, puis ensuite reprendre ses activités. Important de noter que si l'appareil a de la difficulté à mesurer la pression une fois, il va recommencer une deuxième fois, donc le patient doit encore une fois rester immobile. Il faut que le patient s'attende à un certain inconfort dû aux mesures répétées. Ce n'est cependant pas dangereux de savoir que la mesure de pression va se faire la nuit aussi et qu'il est fortement recommandé de ne pas enlever l'appareil avant la fin du test. Toutes les activités usuelles sont permises sauf l'eau, sauf la douche, le bain et peut-être aussi les exercices vigoureux. Et éviter tant que possible de conduire pendant le test. Il ne faut pas retirer le brassard, ne pas fermer l'appareil durant le test, sinon le test ne sera pas valide. Il va falloir ou bien recommencer ou tout simplement l'oublier. La nuit, c'est quand même intéressant de noter que l'appareil peut être enlevé de la ceinture et installé à côté du lit, à côté de l'oreiller du patient la nuit. Le patient devrait tenir un petit journal qui indique surtout les heures auxquelles il est debout, en fait, levé le matin, couché la nuit, et peut-être une description de ce qu'il fait lors des différentes mesures qui sont effectuées durant le jour, peut-être moins la nuit, là, parce qu'on dort, mais un journal tenu qui nous aide à comprendre les variations de pression artérielle. Une fois qu'il a été déterminé que le test, le monitoring ambulatoire de pression artérielle était valide, il sert de déterminer si le résultat est normal ou si la pression est, par exemple, élevée. Les normales peuvent varier selon les lignes directrices et même selon les publications telles que ce qu'on a vu tout à l'heure dans la méta-analyse IDACO. On retient nos recommandations canadiennes qui dictent que la pression artérielle de jour mesurée par MAPA devrait être en bas de 130 sur 80. En ce qui a trait à la pression de 24 heures, un avis d'expert de la Société québécoise d'hypertension suggère que la pression devrait être en bas de 125 sur 75. De nuit, d'autres lignes directrices, d'autres recommandations et l'étude IDACO nous suggèrent que la pression de nuit devrait être en bas de 120 sur 70. À retenir cependant que au Canada, nos lignes directrices à nous ne font mention que de la pression de jour en bas de 130 sur 80. Il sert aussi de rappeler des fois qu'il est considéré normal, sans que ce soit une recommandation ou une ligne directrice à suivre,
il est normal que la pression artérielle baisse d'au moins 10% de sa valeur de jour durant la nuit. La moyenne des pressions artérielles de jour, de nuit et sur 24 heures est vraiment l'élément le plus important dans un rapport de MAPA. Cependant, on peut aller chercher certains éléments supplémentaires. On a parlé de la baisse de pression artérielle nocturne. Effectivement, ça peut être utile pour préciser des fois un peu plus le risque cardiovasculaire, sachant que les patients qui ont une diminution de pression nocturne moindre ont un peu plus de risque cardiovasculaire. Certains ont même des pressions nocturnes plus élevées que de jour. Certains ont des pressions même qui baissent énormément la nuit. C'est intéressant à mentionner. Par ailleurs, certains voient des morning surge, des augmentations plus importantes de pression matinale qui pourraient être liées à un excès de risque cardiovasculaire. Quand on fait le lien avec le journal du patient et le MAPA, on peut faire des liens entre les symptômes et la pression artérielle. Les maximums et les minimums sont souvent mentionnés et certains appareils offrent des mesures de pression centrale par calcul à partir de la pression brachiale et qui pourraient donner une information sur le risque cardiovasculaire, cardio-cérébral supplémentaire. Cependant, je rappelle que les moyennes de pression sur 24 heures de jour et de nuit sont vraiment les éléments importants du rapport de MAPA. Si vous effectuez des rapports de lecture de MAPA, que devrait contenir votre rapport de lecture? Eh bien, le rapport automatisé généré par le logiciel est pertinent. La confirmation de la validité du MAPA est essentielle. Les notes sur les difficultés d'exécution du test, le cas échéant. Le patient a arrêté de porter l'appareil. Le patient a été très inconfortable en cours de nuit ou de jour, n'a pas aimé. Donc, ça se mentionne dans un rapport. Par ailleurs, les moyennes sur 24 heures de jour et de nuit sont vraiment la partie centrale du rapport. Les notes sur le sujet des variations circadiennes, comme on en a parlé un peu tout à l'heure. Et ensuite, l'interprétation. Les moyennes de pression artérielle mentionnées sont-elles des valeurs en lien avec ou qui définissent de l'hypertension artérielle d'un patient diabétique ou non diabétique? Est-ce que ceci définit une pression artérielle mal contrôlée, bien contrôlée? Ce sont des choses à mentionner dans le rapport pour le clinicien qui recevra le test. Petite notion particulière, point à ajouter. Tantôt, quand je vous ai parlé des appareils oscillométriques, j'ai mentionné qu'il y avait des variations, des oscillations de volume et de pression qui étaient ressenties par l'appareil avec une augmentation, une diminution et un calcul algorithmique permettant de définir la pression systolique et diastolique. On peut imaginer que ça prend une certaine régularité de battement cardiaque, de pression artérielle, battement par battement, pour permettre à l'appareil de faire un bon calcul. Ainsi, le patient avec fibrillation auriculaire qui a un rythme cardiaque irrégulier et même des variations de pression battement par battement pourrait ne pas avoir des pressions valides lorsque mesurées par oscillométrie. Donc, le MAPA est-il valide chez un patient avec fibrillation auriculaire? Mais rapidement, je peux vous dire oui. Des études ont montré que la moyenne des mesures, peut-être pas toutes les mesures battement par battement, mais la moyenne des mesures de la pression artérielle obtenue par MAPA est valide chez les patients avec fibrillation auriculaire. Donc, la fibrillation auriculaire n'est pas
une contre-indication à effectuer un MAPA. Situation particulière, mais pas si particulière que ça. Il arrive des fois que l'automesure de la pression à domicile et la mesure ou le monitorage ambulatoire de la pression artérielle automatisée ne donnent pas les mêmes résultats. Un est plus haut, l'autre est plus bas, par exemple. Il faut retenir que les données d'automesure et de MAPA sont largement complémentaires habituellement, mais parfois très discordantes. Il va falloir en choisir une qui va guider notre thérapie. La clinique va toujours rester l'élément qui va nous guider sur les choix que nous allons faire. Et voici quelques éléments qui pourraient vous aider à départager et identifier la mesure ambulatoire qui vous sera la plus utile. Alors, quand prioriser le MAPA? Bien sûr, si le MAPA était bien valide et bien toléré. Il a été fait durant une journée typique et bien représentative, et lorsque les valeurs de pression nocturne sont particulièrement importantes. On pourrait imaginer un patient avec une hypertension de décubitus avec une pression nocturne qu'on cherche vraiment à avoir. Dans ce cas-là, le MAPA est vraiment la mesure ambulatoire utile. Mais quand prioriser l'automesure? Si les automesures sont bien faites et bien enregistrées, lorsqu'on a beaucoup de mesures disponibles sur une longue période de temps, et lorsque le lien entre les symptômes et la pression artérielle est important. Les patients ont souvent des histoires à raconter autour de la mesure de pression artérielle et ceci peut vraiment être utile en clinique. MAPA et automesure sont donc complémentaires, mais parfois lors de discordance, il faut choisir le test qui nous semble le plus valide et le plus à même de répondre à la question qu'on pose. En conclusion, le moniteur ou la mesure ambulatoire de pression artérielle automatisée est un appareil important pour le diagnostic de l'hypertension artérielle et la mesure du risque cardiovasculaire. Il ouvre une fenêtre sur les variations circadiennes de la pression artérielle et les différents phénotypes de la pression artérielle. On parlait d'hypertension masquée, d'hypertension de type sarro-blanc, d'hypertension soutenue ou de normotension. Le MAPA doit être utilisé et interprété selon des standards qui sont bien définis. Par ailleurs, le MAPA et l'automesure de la pression artérielle sont des mesures qui sont le plus souvent complémentaires, dont l'interprétation nécessite un jugement clinique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie la Société québécoise d'hypertension artérielle de m'avoir permis de faire cette présentation que je mets ensuite à votre disposition.